Radio J. Radio J. Le 10-11. Lise Gutmann. Radio J. Radio J. Les invités de Lise Gutmann. Radio J. Voilà, et comme je l'annonçais précédemment, j'ai l'immense plaisir d'accueillir en studio le rabbin Émile Ackerman. Bonjour. Bonjour. Alors, merci d'être avec nous en ce dernier jour, juste avant le premier Seder. Je sais que les rabbins sont très occupés à ce moment-là, mais vous avez écrit un livre, voilà, qui s'intitule « N'oublions pas qui nous sommes, réflexion sur les minorités visibles », c'est paru au Seuil et en ces temps de pré-Pessah, c'est vraiment une réflexion à avoir et dont on devait parler avec vous. Alors, Émile Ackerman, vous avez 26 ans, vous êtes rabbin. Avec votre épouse Myriam, vous dirigez la communauté juive orthodoxe moderne que vous avez fondée ensemble. Vous défendez l'alliance d'un judaïsme exigeant avec une forte implication dans la société. Vous êtes actif médiatiquement et sur les réseaux sociaux, j'en suis le témoin. Vous militez pour une meilleure compréhension de la laïcité et l'apaisement des relations entre communautés religieuses. Tout ça fait que, apparemment, vous avez quand même un certain côté politique. En êtes-vous conscient ? Bien sûr, alors politique c'est peut-être un grand mot, en tout cas je pense que... tout est politique bien finalement. Sûr. Je pense qu'en tant que déjà juif qui se réclame de l'orthodoxie moderne, il y a une alliance à faire entre une parole à porter à l'intérieur d'une communauté et à l'extérieur, et en plus en tant que rabbin, je serai ordonné rabbin dans quelques mois, en juin 2023 avec mon épouse. On peut déjà dire rabbin puisque en plus c'est votre titre sur le livre. Comme j'exerce en tant que rabbin, effectivement, peut-être, voilà. Mais je précise justement. Et je pense c'est en juin, je crois. C'est ça, en juin. Voilà. Je pense qu'il y a justement une parole à porter. Et une parole à porter en tant aussi que rabbin, que représentant d'une communauté. Il faut être capable de parler non seulement à l'intérieur de sa communauté aux juifs, mais aussi aux personnes qui ne sont pas juives. Et on peut appeler ça peut-être un engagement politique. Alors, c'est ce qui fait un peu la différence. Et c'est pour cela que vous êtes à la tête d'une communauté AYK, A-Y-K-A, qui regroupe beaucoup de jeunes. Ça veut dire que quelque part, vous leur parlez, ça leur parle, ce que vous exprimez et la façon dont vous transmettez le judaïsme. Et cette communauté, donc AYK, est très ouverte vers la cité. Alors vous êtes moderne orthodoxe, on a un petit peu le temps. En 2 mots, rappelez-nous ce qu'est une communauté moderne orthodoxe, parce que c'est un nouveau mouvement en France. C'est ça, c'est un mouvement qui tire ses racines dans l'Allemagne déjà du 19e siècle. Oui. J'en parle dans mon livre, la deuxième partie du livre l'explique assez bien. C'est un mouvement qui est très 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 largement présent aux États-Unis. Ce n'est pas un nouveau mouvement dans le sens où c'est juste une façon de vivre son orthodoxie. En France, en tous les cas, c'est nouveau. Exactement. Et avec ma femme, on a essayé d'un petit peu d'importer cette façon de vivre son orthodoxie en France, qui se réclame de l'orthodoxie moderne, c'est-à-dire de ses figures, notamment du rabbin Soloveitchik que je présente dans l'ouvrage. Oui. Et que j'ai découvert grâce à vous. Avec plaisir. Et c'est en 2 mots, je dirais, ce que disait un de mes rabbins à la Yeshivat Kotel, c'est être orthodoxe moderne, c'est être très orthodoxe et très moderne. C'est-à-dire ne rien laisser passer, ne pas transiger avec la loi juive d'un côté, mais être conscient que nous avons aussi une obligation d'être moderne, d'être impliqué dans la cité. Voilà, moderne, c'est-à-dire impliqué dans la cité. C'est ça ce terme. Exactement. C'est ce que ça veut dire. Mais ça ne veut pas dire on ne vit pas seul sur une île déserte. On ne vit pas qu'entre nous, on est entouré. Exactement. Et ça ne veut pas dire que nous allons forcément toujours aller vers le côté, on va dire, de la modernité, c'est-à-dire accepter toutes les valeurs occidentales, tout ce qui est présenté comme le progrès et le prendre pour argent comptant. Ça veut dire qu'il y a un tri bienveillant à faire de ces valeurs. Et on pense qu'une religion qui n'aurait rien à dire sur le monde actuel, une religion qui reste fermée à l'extérieur, c'est une religion qui est peu pertinente finalement pour notre monde aujourd'hui. Je pense que comme
la loi juive, la Torah, est d'origine divine, je pense qu'elle a quelque chose à dire sur toutes les époques du monde, y compris la nôtre aujourd'hui. Et alors, vous avez cette conscience, vous êtes très jeune. Depuis quand avez-vous cette forme de conscience par rapport à la religion ? J'ai l'impression que toute conscience, toute réflexion, elle se nourrit. J'ai beaucoup à apprendre encore, bien sûr. Aujourd'hui, elle se nourrit depuis des années, mais c'est avec mon épouse en 2017, donc déjà il y a maintenant quelques années, que nous avions décidé de devenir rabbin, de fonder une communauté. Et nous voyons maintenant le bout, enfin, car nous serons diplômés bientôt. Bien sûr. Écoutez, c'est ce qu'on vous souhaite, bien entendu. Alors, le titre est très évocateur. Déjà, rien que dans le titre, on a tout le livre. N'oublions pas qui nous sommes. Vous avez l'impression qu'on oublie aujourd'hui un petit peu ? Qu'il y a beaucoup de gens, les gens qui viennent par exemple dans votre communauté, ils viennent parce que finalement ils savent pas trop où ils en sont ou pas ? C'est un livre qui s'adresse alors effectivement aux juifs, mais pas seulement, toutes les personnes religieuses, toutes les personnes croyantes et aussi même les personnes athées, puisque n'oublions pas que nous sommes, c'est plus large que simplement la pratique religieuse ou la conscience religieuse, c'est la culture, c'est nos traditions, et il y a aujourd'hui un mouvement qui tend soit d'un côté à s'assimiler complètement et à penser qu'il faudrait une forme d'unité, que l'unité nationale serait dépendante d'une assimilation totale. Or, nous autres juifs, on sait qu'on peut avoir les deux, on peut avoir une forme d'intégration qui ne soit pas assimilation et garder en même temps cette foi en la patrie et en la cohésion de la communauté nationale. Et donc, les personnes... Donc c'est un judaïsme très citoyen. C'est très citoyen. Et donc, n'oublions pas qui nous sommes, c'est pour dire, il est possible d'avoir ces deux éléments et que l'un nourrisse l'autre. Il est possible d'avoir cet élément de tradition, quelque chose qui vient de très loin et qui compose notre identité. Et cette chose-là ne s'oppose pas à l'identité française, l'identité nationale. Donc qu'on soit juif, chrétien, musulman, athée, avec des cultures différentes, eh bien on peut garder ça. N'oublions pas qui nous sommes parce que nous pouvons très bien l'allier avec la conscience de notre appartenance au peuple français. Alors, c'est un plaidoyer également, votre livre, pour une certaine forme de laïcité. Vous défendez le fait de porter la kippa dans la rue, ce qui est tout à votre honneur, mais vous voyez ça un peu du prisme Paris intramuros, Saint-Paul, Bastille, etc. Vous savez quand même que, et ça vous n'en parlez pas beaucoup, et c'est la question que je voulais vous poser, il y a beaucoup de banlieues très proches de Paris qui ont été désertées par les communautés juives, parce que là, on ne pouvait pas porter la kippa, parce que dans les écoles de la République, les enfants juifs ont beaucoup été malmenés, on peut le dire. Et est-ce que, malgré la bonne volonté, qui est tout à fait louable, de réintroduire cette laïcité et le fait de pouvoir porter tous les signes extérieurs, est-ce que vous avez conscience de la gravité quand même de ce qui se passe en dehors de certains quartiers de Paris ? Bien sûr. Alors, personnellement, parce que vous n'en parlez pas beaucoup. Effectivement, parce que c'est pas le propos du livre, mais ça l'est aussi. Mais c'est évident qu'il y a un antisémitisme, un antisémitisme aujourd'hui qui est présent, qui existe et qu'il faut combattre. Et nous avons les clés pour le combattre. Nous avons des lois, nous avons des personnes qui sont activistes, des personnes que vous recevez ici. On n'y arrive pas. C'est une quête sans fin qu'il faut combattre. Donc ça, bien sûr, le propos de l'ouvrage n'est pas de juger les personnes qui font le choix pour se protéger de ne pas porter des signes extérieurs, des signes visibles de judéité. Et ces personnes ont tout à fait le droit parce que dans la loi juive, le fait de se protéger et de protéger sa vie est une valeur qui est supérieure à tout. Évidemment. Ce livre-là, c'est un plaidoyer pour les personnes qui peuvent se le permettre dans des endroits où c'est possible, et c'est un encouragement à toutes les minorités, pas que juives, de porter soit des signes extérieurs visibles religieux, mais aussi juste d'être visible en tant que, de représenter, de porter une parole dans la cité en tant que citoyen, juif, musulman, chrétien, en tant que religieux, et de ne pas avoir peur de le dire et de l'affirmer haut et fort. Mais l'antisémitisme existe, il faut le combattre, et ça, mais il y en a beaucoup aujourd'hui, malheureusement. Il y en a toujours trop. Non, il y en a beaucoup, ça remonte, on a des chiffres, on le dit régulièrement dans les journaux de Radio J. Malheureusement, on sait que ce n'est pas simple. Donc, si vous voulez porter la kippa, c'est bien, mais vous avez raison, il faut se protéger parce que dans une grande partie
du territoire français. C'est pas évident du tout aujourd'hui. Mais le fait d'être visible, ça ne se résume pas justement au fait de porter une kippa ou un signe religieux de judéité. Le terme de visible, pour moi, il est beaucoup plus large. C'est un plaidoyer pour oser s'affirmer en tant que. Et donc s'affirmer, ça peut être sur les réseaux, ça peut être dans sa famille, ça peut être auprès de ses amis. Bien sûr. C'est pas forcément juste le fait de porter un signe extérieur de religiosité. Chacun à son rythme, chacun à son échelle, chacun selon ses critères. C'est un plaidoyer pour que toute personne puisse porter une forme de visibilité aujourd'hui. Est-ce que des gens d'autres communautés, des personnes ont lu votre livre et sont revenus vers vous ? Oui, je pense qu'il y a aujourd'hui un grand chantier devant nous qui est le rapprochement entre la communauté juive et la communauté musulmane. Oui. Parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension sur l'antisémitisme, sur Israël, et qu'il faut trouver des interlocuteurs dans la communauté musulmane pour en parler. Et il y a une crispation dans l'espace français aujourd'hui, l'espace médiatique français autour du voile. Et cet ouvrage est aussi là pour répondre à cette crispation, parce que c'est un ouvrage qui est là pour prôner un apaisement. On a les clés aujourd'hui pour l'apaisement. Les clés, ce sont les lois qui gouvernent la laïcité. Ces lois-là, elles sont très très bien. La laïcité est un trésor. Il faut appliquer la laïcité telle qu'elle est. Il ne faut pas utiliser la laïcité contre les religions et contre les signes externes de religion. Il faut simplement regarder ce qui est permis et ce qui est interdit et l'appliquer. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a une crispation autour du voile, autour de l'islam. Et je pense qu'on peut trouver des interlocuteurs au sein des communautés musulmanes qui se reconnaîtront dans le terme de minorité visible, dans cette volonté d'apaisement de la société et de dialogue avec la communauté juive. Et vous pensez qu'on a des chances d'y arriver ? Moi, je suis foncièrement un optimiste. Optimiste, et vous avez raison, bien entendu. Donc, vous êtes pour l'école de la République. Bien sûr, je pense que idéalement, nous devrions avoir une possibilité en tant que religieux pratiquants d'aller dans l'école de la République. Et dans le livre, j'en parle. Je dis que il faut deux choses. L'apaisement, il vient des deux côtés. Il nécessite un effort des deux côtés. D'un côté, des religieux, et de l'autre côté, des personnes non religieuses. On est dans un pays qui a 66% d'athées. Les religieux sont une minorité et il ne faut pas l'oublier. Donc, nous ne pouvons pas être dans une posture en tant que religieux d'exigence, comme demander des dus, que les accommodements religieux soient des dus. Nous pouvons à la limite demander poliment au chef d'établissement si parfois des accommodements sont possibles, et ce serait très très bien que ce soit possible. Et de l'autre côté, les religieux doivent comprendre que les non-religieux et les personnes athées doivent comprendre que quand une personne religieuse met son enfant dans l'école de la République, il fait déjà beaucoup de compromis. Et au lieu de demander toujours plus de compromis et plus de compromission dans ses valeurs, il faudrait qu'il y ait une conscience des deux parties, qu'on puisse se rejoindre sur une ligne du milieu, idéalement. Oui, idéalement. Alors, vous êtes originaire d'Alsace, si je ne me trompe pas. Voilà, vous avez grandi à Strasbourg, votre famille est très connue là-bas, et c'est important. J'en parle dans le livre, effectivement. Vous en parlez dans le livre, c'est pour ça que je me permets d'en parler également. Et donc, on sait très bien que en Alsace, il y a une vision des religions sur l'Alsace de l'intérieur qui est différente de celle qu'on peut avoir dans le reste de la France. Par exemple, à l'école ou au collège, je crois, on a des cours de religion selon qu'on est juif, musulman ou chrétien, et les intervenants, qu'ils soient curés, rabbins ou imams, sont payés par l'éducation nationale. C'est des choses qu'on ne sait pas toujours, et c'est pour ça que c'est important de le préciser. Donc vous avez aussi grandi... Mais c'est intéressant, juste pour rebondir ça, moi je ne suis pas forcément favorable à la continuation du concordat. Je me reconnais beaucoup plus dans la laïcité de 1905 oui. et dans la loi de 1905, la séparation des églises et des États telle qu'il est appliquée dans tout le reste de la France. Et je suis pas forcément je sais très bien que ça continue à exister, mais personnellement je me reconnais beaucoup plus dans le modèle de la France entière que dans le modèle alsacien concordataire aujourd'hui. Oui, mais c'est important, et les juifs alsaciens quand même se sont toujours sentis très français et très citoyens, plus peut-être que dans d'autres régions de France. Ça, on peut le dire. Et alors, vous parlez, est-ce que je peux un peu Bien sûr, citer ? allez-y. Vous parlez de vos grands-parents, vous parlez d'une orthodoxie
light qu'on trouve en Alsace, et vous dites « Mes grands-parents sont des héritiers de cette vision du monde dans laquelle croyance et implication dans la société se complètent harmonieusement. L'orthodoxie moderne courant américain s'en inspire lorsqu'elle affirme qu'il faut allier Torah et connaissance. C'est ce mouvement qui reprendra la suite spirituelle de la néo-orthodoxie engloutie par la Shoah. » Et en fait, à travers cela, vous dites un peu plus bas, le judaïsme ultra-orthodoxe a tranché, déclarant toute idée venue de l'extérieur, entre guillemets, comme potentiellement corruptrice et fausse. Vous ne les épargnez pas. Alors... Et ce n'est pas une critique, mais c'est une constatation. J'ai beaucoup de respect pour les différents courants du judaïsme, et notamment l'ultra-orthodoxie, qui est détentrice aujourd'hui d'une forme de savoir et qui garde justement ce rapport au texte qui pour moi est très important, et c'est pour ça que je ne veux pas m'éloigner de l'orthodoxie et que je me reconnais dedans. Mais je pense qu'il y a une critique très précise à faire justement sur cette ultra-orthodoxie qui est cet enfermement, cette vision de la citadelle assiégée qui ne laisserait pas la place aux idées disons extérieures, au dialogue. Or, je pense que j'essaie de faire cette petite démonstration dans le livre. On voit que dans toute l'histoire juive, dans nos textes, de notre tradition, ces dialogues ont toujours eu lieu et que ça a donné des très très belles choses, notamment un de mes personnages favoris, de mes rabbins favoris de l'histoire juive est Maïmonide, qui lui est un des grands exemples de justement cette essaie de concilier philosophie de l'époque avec la religion juive. Alors, vous parlez également dans le livre du rabbin Avi Weiss, que je ne connaissais pas et que du coup vous portez à notre connaissance, fondateur de vos écoles rabbiniques respectives à Myriam Ackerman, votre femme, et vous-même, Myriam, que j'ai eu le plaisir de recevoir il y a peu avec Ariel Willem. Alors, vous êtes tombé sans le connaître sur un de ses livres et c'est cela qui vous a mis un peu sur le chemin de l'orthodoxie moderne. Effectivement, il avait écrit un livre qui s'appelle Spiritual Activism, qui est donc le fait de prendre, qui parle du fait de prendre conscience des enjeux aujourd'hui à l'échelle de la planète, à l'échelle de son pays, et de s'affirmer en tant que juif, d'avoir une position juive sur ces positions-là. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a inspiré dans le fait de dire qu'il faut avoir un engagement, que être juif pratiquant, être religieux en général, n'est pas un frein à l'engagement. Et quand je vois aujourd'hui qu'il y a beaucoup de problématiques, notamment liées aux faits religieux en France aujourd'hui, une crispation autour du fait religieux, d'une utilisation politicienne qui veut essayer de monter les communautés les unes contre les autres. Mais elles le sont, de toute façon. Et je pense qu'il y a justement une injonction pour toute personne religieuse qui en a la capacité et l'envie de parler au nom de ses idées. Eh bien, écoutez, moi, je souhaite que vos envies fonctionnent parce qu'évidemment, on en a plus sacrément besoin étant donné la situation objective. Mais qui sait, il faut faire confiance aux jeunes générations dont vous faites activement partie. Quelques mots sur Pessah. Avec plaisir. Déjà, je voudrais souhaiter un Chag Sameach à tout le monde, tous vos auditeurs et auditrices. À vous aussi, à toute la communauté Hayeka. Merci beaucoup. J'avais envie de partager un petit mot sur la matzah, la signification de la matzah, le pain azim, au nom donc de l'ex-grand rabbin d'Angleterre, Jonathan Sacks, qui nous... Alors, j'ai quand même fait une émission sur lui avec Judith Buchinger il y a quelques semaines. On l'a découvert. Voilà. Ah oui, c'était quelqu'un de très inspirant, et il nous parle de ce paradoxe de la matzah, puisque nous disons voici le pain de misère, la matzah est le pain de misère, le pain d'oppression que nos ancêtres ont mangé en Égypte, et puis tout de suite après nous disons quiconque a faim, qu'il vienne et qu'il en mange. Et c'est-à-dire qu'il y a une nécessité de partage, mais de partage du pain de misère. On aurait pu penser qu'on partagerait quelque chose de plus intéressant, de plus sympa que du pain de misère. Et le rabbin Jonathan Sacks répond à ce propos-là en disant, en fait, le pain de misère devient pain de liberté à partir du moment où on le partage, puisque le partage, c'est justement la condition pour être un homme libre. À partir du moment où on est capable de partager, on est capable d'offrir à l'autre, qu'on n'est pas
complètement esclave Bien de sûr. son temps et qu'on est tout le temps en train de réfléchir à comment on va pouvoir manger le lendemain, la première chose, le premier acte de l'homme libre, c'est le partage. Et plus il va encore plus loin, il parle de ce partage en tant que vecteur de substitution de la condition du pauvre. Nous disons à Pessah, nous sommes tous à égalité, nous allons jusqu'à partager la condition du pauvre pour essayer de prendre conscience de toutes les personnes qui ne partagent pas forcément notre condition qui est plus aisée. Il faut se mettre à égalité, nous sommes tous égaux et nous partons de là, de cette vulnérabilité totale pour aller vers la liberté tous ensemble en tant qu'un seul peuple. Alors, on dit qu'à Pessah, certains disent, moi je ne le dis pas, mais certains disent justement qu'on ne peut pas inviter de non-juifs à la table. Je pense que vous n'êtes pas d'accord avec cela. Alors c'est une interprétation qui part du verset qui dit « lachem » pour vous, c'est-à-dire qu'on aurait le droit de cuisiner, il y a une permission de cuisiner pendant le Yom Tov, pendant le jour de fête, qui n'est pas là pour Shabbat, et qui serait juste qui est interprété pour dire juste pour les juifs. Mais en fait, il y a une façon, donc la permission ne tiendrait que pour les juifs. Or, on pourrait pas cuisiner un plat spécifique préparé que pour un non-juif. Mais par contre, quand il y en a pour 9, il y en a pour 10, préparer un grand plat pour tout le monde et servir tout le monde, qu'il soit juif ou non-juif, eh bien ça, c'est absolument pas interdit. Et si vous avez des personnes dans votre entourage qui sont intéressées à découvrir un seder, je vous encourage à les inviter. Eh bien, voilà, on va terminer là-dessus. Donc, je le rappelle, Rabbin Émile Ackerman, n'oublions pas qui nous sommes, réflexion sur les minorités visibles, et c'est paru aux éditions du Seuil. On vous souhaite de très bonnes fêtes à vous, à la communauté, à votre famille, et quand vous le souhaitez, bien sûr, sur Radio J. Merci beaucoup. Merci Émile Et Sarkachar et Ackerman. sa mère.